Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Pêle-mêle. Pour terminer l'année, la rédaction a composé son parc matériel idéal. Parmi les articles parus dans notre rubrique Matériel en action, nous avons sélectionné 6 engins. Chacun raconte quelques-unes des tendances fortes du secteur. Alors, calez-vous dans vos sièges, démarrez les moteurs, c'est parti pour le top du parc 2024. Chantier de France présente Pêle-mêle, le podcast de la filière matériel de TP, animé par Jean-Noël Onfield et Mathieu Dejeu. Alors, pour ouvrir ce top, nous avons choisi un matériel emblématique des chantiers de terrassement, un booter, et pas n'importe quel booter, puisque c'est le nouveau D7 de Caterpillar, un booter nouvelle génération. Jean-Noël, tu étais allé avec NGE le voir sur le chantier de la RN 141 en début d'année. Quelles étaient tes impressions sur ce matériel ? Tout à fait, Mathieu. Nous étions donc sur un chantier de déviation de route nationale, la RN 141, sur un axe important en Nouvelle-Aquitaine. Un beau chantier de terrassement. On est là sur 1 100 000 m3 de terrassement, donc un chantier de production. Et NGE avait fait l'acquisition de ce nouveau D7, notamment dans la perspective de ces chantiers. Alors, il y avait la RN 141, il y avait également l'autoroute A69. Donc, 2 gros chantiers sur lesquels l'entrepreneur avait besoin de matériel de production. Ils ont été, avec Urano, les premiers à être livrés de cette nouvelle génération de booters Caterpillar, évidemment sur des enjeux d'efficacité énergétique, puisque c'est ce qui conditionne un petit peu aujourd'hui les investissements des terrassiers. Donc, on a pu voir un matériel neuf sur un chantier parfaitement dimensionné pour cette classe de matériel, avec effectivement, au final, un bilan et un retour d'expérience, tant de la part de l'exploitant que de l'opérateur, très positif. Alors, quand tu parles d'efficacité énergétique, qu'est-ce que ce booter a de plus que les éditions précédentes ? Alors, c'est la next gen de Caterpillar. Rien que ça. L'américain est toujours très habile en marketing, ouais, on les connaît. et donc c'est la nouvelle génération de machines. Ceci dit, pour une fois, c'est pas exagéré. On est vraiment là sur un niveau de performance très très amélioré par rapport à la précédente génération. Pour tout te dire, ce nouveau modèle vient s'insérer dans la gamme Caterpillar entre le D5 voire le D6, qui sont des matériels de finition vraiment légers, et au-dessus, évidemment, les D9 et les D10, qui sont, eux, des booters pour des chantiers de production de masse, pour lesquels le débouché en France est un petit peu plus compliqué à l'heure actuelle. Donc il fait 30 tonnes, si je lis bien sa fiche. Alors, c'est effectivement sur cette classe de matériel que l'on se situe. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un matériel qui a été profondément repensé, notamment au niveau de sa chaîne cinématique, puisque là, le constructeur a apporté plusieurs innovations. L'idée, c'était effectivement de faire chuter la consommation. Ce sont des matériels très énergivores qui sont généralement utilisés de manière intensive, donc forcément la consommation s'en trouve impactée. Là, Caterpillar annonce une puissance disponible en progression de 12%, ce qui n'est pas négligeable, et surtout une capacité de lame supérieure également de 10%, donc on voit qu'on est sur une productivité accrue. Si on se réfère toujours aux données du constructeur, la consommation est inférieure de 15% par rapport à la génération précédente. Donc là, on voit que les gains sont significatifs et qu'ils répondent aux attentes des exploitants. J'ai interrogé à la fois l'exploitant et l'opérateur, et sur le chantier, donc avec un recul relativement important, la consommation moyenne rapportée à l'heure est de l'ordre de 25 litres. Ouais, ce qui est très faible pour ce faible. type de matériel. Complètement. Autrement exprimé, on est sur un 0,24 litres par mètre cube déplacé. Et là, on voit qu'effectivement,
le contrat est rempli et que l'engagement du constructeur est vérifié. Peut-être pour resituer par rapport aux besoins d'NGE, tu le mettrais dans quel type de chantier, ce type d'engin? Est-ce que tu penses que par le passé, NGE a acheté plus gros, plus petit? Comment aujourd'hui tu cites ça par rapport aux besoins des entreprises françaises? Alors déjà, sur le parc de booters NGE opérationnel en France, on est sur une centaine de machines. Mais tout de même, donc c'est quand même un beau parc. C'est un beau parc. Et ça veut dire aussi qu'il y a quelques enjeux quand on investit dans ce type de matériel. Précédemment, et c'est le conducteur de travaux en charge du chantier qui me l'a expliqué, il serait parti sur un D8. Et donc, l'ancienne génération D8T affiche la même productivité que ce D7. Donc, on voit là aussi les améliorations qui ont été apportées, puisqu'on a un matériel plus compact, plus léger, mais qui produit autant qu'un matériel de classe supérieure, avec beaucoup d'avantages à la clé, notamment en termes de transport, d'entretien et de maintenance routinière. Alors, une autre des grandes caractéristiques de ce booter, et qui est aussi une grande tendance du secteur, c'est le guidage et les interfaces utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Alors ça, le NGE avait opté pour la version très élaborée, donc beaucoup d'équipements montés en standard et en usine. Donc forcément, ça en fait une machine très efficace, très assistée aussi pour l'opérateur. Alors suivant les chantiers, c'est plus ou moins intéressant, mais là, on voit bien que, tu vois, tout ce qui est graissage centralisé, huile hydraulique et biodégradable. Ouais, c'est symptomatique du matériel lourd aujourd'hui, des tendances sur les matériels lourds. Voilà, et là, on se pose même plus la question, ça fait partie du standard France. C'est comme ça que l'exploitant entend avoir un matériel sur un chantier. Donc là, sur le chantier, le guidage 3D n'était pas requis. D'accord. Donc, on n'a pas pu le voir et surtout voir son apport. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que, bon, évidemment, il fera d'autres chantiers, mais le 3D, aujourd'hui, dans les conditions actuelles du marché, c'est quand même quelque chose dont les exploitants ont de moins en moins de volonté de se séparer, parce que c'est un apport vraiment majeur. Et donc, ça n'a pas été le cas sur ce chantier, mais on sait que sur d'autres chantiers, le guidage 3D sera déployé et apportera toute sa performance. Donc ça montre qu'il y a tout un renouvellement du parc de ce parc de machines qui était un peu vieillissant, enfin qui avait été un peu laissé de côté, on peut dire, au cours des dernières... Les pelles avaient vraiment évolué ces dernières décennies, les booters avaient un petit peu attendu de... Ben c'est surtout qu'on voit l'intérêt et aujourd'hui quasiment l'obligation de passer sur les dernières générations des constructeurs avec des écarts de consommation qui sont tels que le retour sur investissement est rapide, voire très rapide, et que de toute façon, dans les conditions actuelles du marché, ils ne peuvent plus déployer leurs anciennes générations de machines. C'est beaucoup trop énergivore. Donc forcément, on fait des économies et on cherche à optimiser la facture carburant sur tous les chantiers. Dans cet esprit, tu as fait également, toi, quelques matériels en action cette année, dont des matériels ou de grande diffusion ou de plus petite diffusion, également des véhicules industriels, et tu as ainsi pu découvrir le nouveau FH42 de Volvo Trucks, opérationnel dans le sud-ouest de la France. Dans quelles conditions exactement il évolue, ce tracteur? Alors, ouais, le FH42, c'est voilà, depuis quelques... Volvo Trucks était un petit peu en avance sur les autres constructeurs en matière d'électrification de ces modèles, et donc c'est l'un des premiers à avoir vraiment déployé des camions à batterie sur le marché. Donc c'est les premiers qu'on voit rouler dans le milieu des travaux publics, et notamment le groupe Daniel, donc, qui est un gros carrier du sud-ouest, dans la région des Pyrénées, autour de Pau notamment, s'est offert un Volvo Trucks FH42 électrique. Donc, gros camion, charge utile de 27 tonnes, 44 tonnes total. Donc, c'est pas le petit utilitaire du coin. Et voilà, donc c'est une expérience, un retour d'expérience intéressant, puisque ça nous donne pas mal de chiffres sur ce qu'est un camion électrique aujourd'hui dans un usage de carrier.
c'est-à-dire transport. Donc ils l'ont testé un peu partout, ils l'ont un peu mis à l'épreuve. Transport client ou transport sur une carrière en interne? Non, transport en interne. Non, autant pour moi, transport en interne, pour du trajet intersite, sachant que le groupe Daniel a aussi bien des carrières que des sites de production de BPE, de béton prêt à l'emploi, et d'éléments préfabriqués. Donc c'était avant tout pour faire de l'intersite entre ces différentes installations. Et donc ça donne quelques informations, comme je disais, sur ce qu'est un camion électrique aujourd'hui, combien ça coûte. Combien ça peut rapporter, ou tout du moins éviter de dépenser. Voilà. Qu'est-ce qui a prévalu à cette acquisition? C'est une pression des clients, c'est des obligations sur des agglomérations qui pourraient potentiellement être interdites? Il y a différentes dynamiques, je dirais, dans l'article. Ce qu'on voit, c'est de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait différentes dynamiques. Déjà, le groupe Daniel s'est fixé, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, s'est fixé des objectifs de responsabilité sociale des entreprises, notamment sur l'environnement. Donc il y avait une volonté de décarboner son parc, sachant qu'en plus, comme c'est un carrier, il subit d'autant plus la pression sociale, puisque les carrières sont souvent mal vues et les demandes d'exploitation sont de plus en plus difficiles à obtenir. Donc ils sont d'autant plus, c'est une population qui est d'autant plus d'exploitants, qui est d'autant plus vigilante au matériel qu'ils utilisent et au regard qu'on peut porter sur leurs activités. Donc le camion électrique vient, d'ailleurs il est floqué, il y a bien marqué qu'il est roulé à l'électrique, c'est marqué en gros. Ça vient essayer de conforter une certaine idée que les carriers respectent l'environnement et tout du moins font des gestes en faveur de l'environnement et des riverains, puisque c'est aussi un camion qui ne fait pas de bruit et qui est très silencieux, donc ça peut jouer quand il s'agit d'être accepté dans son environnement. C'est un tracteur routier. En version classique, on est autour de 70 000 €. Et j'imagine que ce n'est pas le même prix en version électrique. Non, tout à fait. C'est là l'un des éléments intéressants, c'est que c'est 2,7 fois le prix d'un modèle thermique, donc c'est quand même très cher. Toutefois, ils m'ont aussi précisé que pour le moment, si on compare les prix du carburant avec le prix de l'électricité, ils réduisent leurs dépenses de consommation de 50%, ce qui n'est pas négligeable, mais bon, il va quand même falloir un peu de temps pour l'amortir, les 2,7 fois le prix du thermique. L'autre point important, peut-être qui peut aussi jouer dans ce choix, c'est que l'opérateur, le conducteur de ce camion, lui se dit très satisfait, tout simplement parce qu'il a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de vibrations, et ça c'est quand même assez intéressant, et c'est un témoignage qui revient souvent quand on en discute avec les constructeurs de camions, et même dans le secteur dans le matériel, matériel en général, et c'est aussi peut-être quelque chose à souligner, un des mouvements de notre secteur, c'est que et on n'aurait peut-être pas pensé que ça passerait par là, c'est que l'opérateur est un des premiers séduits par le matériel électrique. L'absence de bruit et moins de vibrations, c'est effectivement souvent les deux premiers avantages perçus par les opérateurs ou les chauffeurs dans le cas d'un camion. Tout à fait. Alors, il y a un dernier point peut-être aussi à ajouter, c'est que tout ça demande, et le groupe Daniel l'exprime bien, toute une réorganisation des habitudes, puisque il faut faire attention à ses consommations, être plus vigilant sur la manière d'organiser ses tournées. Donc tout ça demande une adhésion du personnel. D'ailleurs, ils ont sélectionné un conducteur qui était prêt à se lancer dans cette aventure, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les opérateurs. Il faut aussi penser à l'infrastructure de recharge. Donc ils ont dû investir dans toute une série de bornes au sein de leur site de l'Escar, qui est leur siège. Mais ils comptent poursuivre l'aventure, puisqu'il y a déjà deux autres camions qui sont prévus à l'achat, Volvo. Alors après, il faut bien le préciser, ils ont quand même 57 autres camions. Donc ça reste que 3 camions sur 57. Et je pense que c'est un peu une tendance qu'on relève, c'est que l'électrique est peut-être pas au rendez-vous de ce qu'on attendait, tout du moins pour le camion. On verra pour les engins de chantier après. Mais... Oui, mais alors déjà sur ce ratio 3 sur 57, ils explosent. Oui, ils explosent le marché. Hein. Les pourcentages par rapport au marché. Je crois que le dernier chiffre, on est à peu près à 1000
camions électriques en France. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Donc, sur un parc immatriculé qui oscille autour de 600 000 unités. Donc, on voit qu'il y a de la marge, mais que comme pour le matériel, le marché a du mal à trouver vraiment tout ce potentiel. Et les exploitants ont encore beaucoup de réticence à investir dans ces solutions techniques qui sont éprouvées, mais dont le modèle économique reste à définir. Justement, éprouvé, tu as été éprouvé, on va dire, une première, là aussi, un matériel qui était encore rare sur le marché européen. Là encore, c'était même en fin d'année dernière, mais le reportage est en début d'année. Tu as carrément traversé la Manche pour y aller. Tu es allé voir une chargeuse Liugong 857, si je ne me trompe pas. 56 HE, la première, la première en Europe. Je me suis trompé, du coup. Et qui évoluait sur une plateforme du groupe Holcim à Londres. Mmh. Donc, le reportage s'annonçait très prometteur. La seule erreur que nous avons faite avec Liugong, c'était de partir un jour de grève. Ouais, ça, c'est dont on n'avait pas connaissance à 8h du matin en quittant la gare du Nord, mais dont on a eu tout de suite connaissance en revenant en gare de Saint-Pancras à 16h. Et là, plus aucune possibilité de rejoindre le continent. Mais le reportage était assuré et c'était très intéressant. On était donc là sur une grosse plateforme industrielle telle qu'on les connaît en France, donc la fabrication de BPE, des flux entrants, des flux sortants, et forcément au cœur de ce dispositif, une chargeuse sur pneus. Et donc Liugong a pu mettre en œuvre pour la première fois en Europe ce modèle qui est certainement le plus abouti dans cette catégorie de matériel, puisqu'on est sur des autonomies opérationnelles, là aussi vérifiées par l'exploitant, de plus de 10 heures. Ce qui est quand même assez fabuleux dans cette classe de machines. On n'aurait pas parié dessus il y a même il y a 2 ans en arrière. Je pense que personne n'aurait parié qu'une chargeuse... Alors on est sur du gros, on est sur 21 tonnes, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Marche. Donc c'est pas la petite chargeuse c'est pas la petite 3 tonnes du chantier d'à côté. Personne n'aurait parié sur une chargeuse de 21 tonnes capable de fonctionner 11 heures. Qu'est-ce qui, selon toi, permet une telle performance ? Alors, c'est évidemment la batterie. C'est également le système qui gère la batterie. Et les deux sont réalisés et intégrés par le constructeur. Donc, il a la maîtrise parfaite de ces deux éléments qui sont vraiment les éléments et les composants cruciaux sur une machine électrique et a fortiori une chargeuse sur pneus qui, sur le site que nous avons visité, travaille en 2 équipes. Ce qui veut dire qu'elle est soumise vraiment en termes d'intensité d'usage à quelque chose d'assez impressionnant. On est à Londres avec des températures qui peuvent être quand même assez basses, donc théoriquement assez défavorable à l'usage d'un matériel électrique. Cependant, l'opérateur comme l'exploitant de la centrale m'ont assuré que l'autonomie n'avait jamais été prise à défaut. La seule fois où ça s'est mal passé, c'est qu'ils avaient oublié de la rebrancher le soir. Ah oui, ouais, ça pardonne pas. Donc elle est repartie le lendemain matin avec 40% de sa charge. Elle a quand même fait toute la matinée et à la pause du déjeuner, elle a été rechargée puisque l'installation avait été équipée d'une borne de rechargement rapide. Donc là, c'était sans conséquence, mais ce qui veut dire que, comme tu le mentionnais pour le camion, il y a quand même cette infrastructure et cet écosystème à mettre en œuvre sur place pour vraiment bénéficier à fond de l'avantage de l'électrique. Donc là, on est souvent sur des cycles de 12 heures de travail sans interruption, et quand c'est une interruption, c'est une petite interruption, sachant qu'on est sur aussi un petit temps de ralenti où la machine ne bouge pas, qui peut être pris en considération. Ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de ramener cette performance énergétique à de la consommation. Donc là aussi, les données qui sont communiquées et que j'ai pu voir sur le tableau de bord de la machine sont assez saisissantes, puisque d'après le constructeur, ce modèle
correspond à une machine classique en thermique qui consommerait entre 11 et 16 litres par heure. Donc ça veut dire, tu vois, une chargeuse qui est quand même assez engagée dans son cycle de production. Là, rapporté à la batterie qui était installée, qui est la dernière génération de batterie, contrairement à la cabine qui n'était pas, elle, de dernière génération, mais qui a depuis évolué, on est sur vraiment le summum du constructeur. Et c'est pas un hasard si ils ont choisi d'équiper cette machine chez Holcim en Angleterre du top de la technologie pour avoir vraiment la meilleure performance possible. D'ailleurs, on peut le dire, c'est qu'Holcim a eu l'air d'être plutôt convaincu, puisqu'ils ont annoncé un gros contrat avec Liu Gong ils ont annoncé un gros contrat avec Liu Gong quelques mois après ta visite. Il faut dire que d'après l'exploitant de la plateforme, il réalise, en switchant du thermique à l'électrique, il réalise un gain de 37 500 litres de GNR, ce qui est à peu près autant d'euros de livres sterling. Donc tu comprends que le retour sur investissement est rapide et que forcément, à un moment donné, ça laisse pas indifférent l'exploitant. C'est un calcul tout bête. On est là aussi sur une machine assez efficace. Alors, il y a effectivement les batteries, il y a le système qui gère la batterie, mais il y a également d'autres éléments sur lesquels le constructeur a travaillé. Je pense notamment, tu vois, à l'absence de convertisseur de couple, ce qui en fait une machine beaucoup plus légère. Donc là aussi, c'est à prendre en compte. Et quand on raisonne maintenant en matériel électrique, il ne faut pas s'arrêter juste à la batterie et à l'autonomie, mais voir tout ce que ça implique, sachant qu'on est là sur une transmission conventionnelle, on est là sur des mouvements traditionnels. Ton activité, c'était alors, l'essentiel, c'est de la production de BPE aussi, pour alimenter le Grand Londres, donc, mais également pour l'évacuation de matériaux issus de la déconstruction. Et donc, en amont, les entrants, ce sont des granulats pour la production de BPE, et en sortie, c'est déjà les rebuts de production, mais également de matériaux qui ont été déconstruits dans Londres. Donc, c'est une plateforme qui travaille toute la journée. Mais dans un environnement bien contrôlé. Bien contrôlé, et là aussi, tu vois, on est vraiment au cœur de Londres, donc forcément, une plateforme industrielle au cœur de Londres, le long de la Tamise, ça se remarque, donc il faut être discret, et tout ce que l'exploitant peut faire pour limiter son impact carbone et diminuer ses émissions, il le fait de manière plus ou moins volontaire, mais de toute façon, il doit montrer quand même qu'il fait des efforts pour atténuer son impact environnemental. C'était donc un reportage de début d'année. On a également vu en œuvre et en action des matériels plus classiques. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, récemment dans ce domaine ? Un des derniers reportages de l'année. Alors, on va continuer du côté des fabricants chinois avec un autre fabricant, avec Sunward. Alors, avec une petite pelle de 9 tonnes. Alors, on avait du gros matériel. Là, on va rentrer dans du matériel beaucoup plus modeste. La SWE 90 UF. Alors, c'est une pelle, tout ce qui est plus standard. Hein. Il y a rien de... le reste dans une midi-pelle qui est dans les caractéristiques standards du marché. Ce qui était plus intéressant, c'était tout le contexte autour de cette machine. Donc je suis allé fin octobre à Saint-Nazaire la voir. Elle a été achetée par une petite entreprise d'aménagement paysager et qui fait aussi un peu d'enrobé pour les particuliers ou pour les entreprises sur des petites surfaces, qui s'appelle Bellio TP. C'est la première Sunward qu'ils acquièrent. C'est là où ça fait tout le sel de l'histoire, c'est que c'est la 4e Sunward qu'ils achètent. Pour l'anecdote, c'est une entreprise qui a été créée en 2020 avec une pelle d'occasion. Et il se trouve que Dylan Bellio, le gérant de l'entreprise, a fait le choix d'acheter sa première pelle neuve, d'acheter une Sunward comme première pelle neuve, ce qui n'est pas un choix. Tu remontes à 3 années en arrière, personne n'aurait pensé acheter une Sunward en première pelle. Et donc on peut considérer que le concessionnaire local de la marque a fait son travail. Oui, tout à fait. Là, je pense que le concessionnaire a pesé très fort.
AVM BTP, donc, qui est concessionnaire de Sunward dans la Loire-Atlantique, et qui connaissait Dylan Belliot et qui a proposé de tester une Sunward. À première vue, ça a plutôt bien répondu à ce qu'il recherchait. Ce qu'il a mis en évidence dans son interview, c'est surtout que le rapport qualité-prix est quand même très avantageux pour ces matériels, surtout pour une entreprise qui débute. Donc depuis, il en a acheté 3 autres, notamment au cours de l'année écoulée surtout. Alors des petites plutôt, parce que la 9 tonnes c'est la plus grosse. Il y a une petite d'1 tonne et oui, c'est ça, 1 tonne, et de 2,5 tonnes. Ce qui veut dire qu'il est monté progressivement en gamme avec le constructeur. Il a commencé par une petite, puis une plus grosse, et il est allé jusqu'à la classe des midis. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il a testé une 6 tonnes, mais finalement, alors comme c'est une pelle qui doit tout faire sur le chantier, donc elle doit faire aussi un peu de levage, il se trouvait que la 6 tonnes n'était pas tout à fait assez résistante pour réaliser ces opérations de levage. Donc il a repris une 9 tonnes. Alors c'est marrant parce qu'il y a un des arguments, c'est qu'elle tient bien dans le camion plateau derrière et qu'elle peut passer sous les ponts. Plus de 9 tonnes, ça aurait été un peu trop gros pour ce type de camion. Voilà, donc ça met en évidence toute une série de petits besoins, alors qu'on a sans doute auxquels on pense moins et qui sont moins souvent représentés dans nos colonnes, mais auxquels on essaye maintenant de donner plus de place. À savoir que là aussi, ça montre l'esprit d'ouverture de Dylan Belliot. L'argent qu'il n'a pas investi dans la pelle, ou qu'il a économisé sur la pelle, il l'a réinvesti dans un porte-outil multidirectionnel de Steelrist, un X12, pour que vraiment sa pelle puisse être... Et dans des godets aussi, une paire de godets de série d'équipements, d'accessoires, afin que sa pelle puisse vraiment être le plus polyvalente possible et opérer très rapidement sur des chantiers. Alors, comme c'est une petite entreprise, elle a l'atout de la vitesse et de la capacité de production, joue à plein. Donc ça montre différents aspects. Est-ce qu'on aurait vu une petite entreprise s'équiper d'un gros Steelrist, parce que c'est quand même il y a quelques années en arrière, c'est pareil, on n'aurait sans doute pas cru ça. Donc cet article raconte cette petite histoire et met en évidence cette double apparition des constructeurs chinois et d'un équipement, d'accessoirisation de notre profession. Complètement, sur une réflexion intéressante, puisqu'il considère que le porteur, effectivement, on peut avoir un choix sur un constructeur offrant un bon rapport qualité-prix, mais pour le porte-outil multidirectionnel, il va chercher quand même une marque premium. Donc on voit bien comment il équilibre son budget et comment il arrive à définir une solution de travail performante pour ses chantiers sur la durée, puisque ça fait 4 ans qu'il fréquente la marque. Est-ce qu'il a un premier retour d'expérience en termes de suivi technique, de gestion des pièces de rechange? Comment ça se passe? Alors, il m'a rien remonté de particulier sur ce sujet. Il n'a pas eu de problème majeur, du moins que c'est matériel, ou du moins il ne me l'a pas dit. Donc il était suffisamment satisfait pour en racheter derrière. Donc c'est peut-être le meilleur témoignage de l'efficacité du produit. Il semble que Sunward s'engage aujourd'hui sur des livraisons à 48 heures, des pièces détachées en cas de besoin. Voilà, donc sur cet aspect-là, il m'a pas donné d'éléments négatifs sur ces machines-là. Tu as discuté avec les gens d'AVM BTP, le concessionnaire régional. Est-ce que eux notent une plus grande facilité maintenant à proposer cette marque chinoise qui est peut-être moins connue que les Sany, que les Luigong, dont en France on entend parler depuis plusieurs années? Sunward était un petit peu en retrait, en tout cas un petit peu plus caché. Est-ce que pour lui c'est plus facile aujourd'hui de promouvoir cette marque? Alors, Arnaud Edet, qui est le gérant d'AVM BTP, et là depuis Sunward, ça doit être un des premiers, parce qu'il a commencé avant 2020, en 2019 si je ne me trompe pas. Il pense que le Covid a beaucoup contribué à l'émergence de cette marque. Je pense qu'on l'a vu avec d'autres marques chinoises, notamment Sany. C'est-à-dire que lui était capable de livrer des matériels quand personne n'était en mesure de le faire. Et puis il y a aussi un deuxième point qui est la conjoncture économique actuelle, qui contribue à ce que un prix attractif puisse attirer des entreprises qui en ce moment
ont quelques doutes sur leur capacité à financer les matériels. Quand on voit aujourd'hui qu'il peut vendre entre 30 et 40 Pelson Ward par an, sur un territoire comme la Loire-Atlantique, ça commence à être une marque installée, on pourrait dire, sur ce territoire. Et on peut penser qu'à l'échelle française, petit à petit, ce soit plus une marque exceptionnelle, mais vraiment une marque courante, que ça devienne une marque courante dans notre secteur. Il trouve sa place dans le paysage, absolument à côté d'autres concurrents chinois et autres. Mais on voit bien que le marché français, maintenant, sur certaines spécialités des travaux publics et chez certains exploitants, le prix devient un argument fort, voire le premier argument d'achat dans les conditions actuelles du marché. Ah bah justement, là, pour trouver des alternatives à des coûts relativement bas sur certains chantiers, tu es allé voir un matériel hors norme, tout du moins peu courant, à Lucé-le-Mal. Alors, l'entreprise s'appelait Gabriel TP et utilisait une décapeuse tractée. C'était la première fois que je voyais ces photos-là. Une Tomei 3500 série B. Je pense qu'il y a une belle histoire là aussi derrière ce matériel. Alors, matériel atypique, effectivement. Ce qui était intéressant, c'est que, tu sais que les scrappers, donc les décapeuses autotractées, sont un matériel de niche qui sont dédiés à des applications très précises. Ce sont des matériels coûteux qui ont toute leur logique et leur pertinence sur des grands chantiers linéaires de terrassement. Mais là aussi, la granulométrie des projets évolue. Elle évolue à la baisse. Les entrepreneurs chargés des travaux doivent s'adapter. Et cette solution de décapeuse tractée fait partie des réponses à un besoin de marché aujourd'hui pour des projets de petite voire moyenne envergure. Donc c'est un matériel d'origine australienne dont, pour résumer les choses, l'entreprise Duino a fait l'acquisition des brevets de fabrication. Donc c'est une entreprise qui a une partie de travaux, Duino Terrassement, et une partie industrielle puisqu'elle fabrique ces décapeuses tractées. Donc là on était effectivement sur une plateforme de méthanisation. Petite réalisation à l'échelle d'un grand chantier de terrassement, mais qui est quand même pertinent, et avec un entrepreneur et un donneur d'ordre très ouvert à des solutions différentes, alternatives, dès lors qu'elles sont moins coûteuses et tout aussi efficaces. Donc la mise en œuvre de ce matériel tracté a été donc décidée sur ces enjeux-là, et le fait est, la promesse avancée par l'entrepreneur et là aussi vérifiée. On est sur une plateforme de 45 000 m², donc représentant plus de 20 000 m³ à terrasser. Donc c'est un petit peu la granulométrie préconisée pour une décapeuse tractée. Et sur cette dimension-là, l'exploitant estime avoir réalisé une économie de 30% en termes de coût final. C'est pas neutre. Ça se réfléchit et ça se pense en amont, puisqu'il faut quand même bien préparer le chantier, voir la nature des sols. Mais là, toutes les conditions étaient requises et la promesse a été effectivement tenue. Quelles auraient été les alternatives s'il n'avait pas utilisé ce matériel on aurait été sur un échelon de terrassement classique. Ouais. Donc là, tu as une machine. Alors, tu en as une qui est tractée, et là, en l'occurrence, par un tracteur John Deere de 410 chevaux. C'est le bon équilibre. Mais le fait est, c'est que tu économises peut-être 2 tombereaux articulés, une pelle. Donc forcément, on n'est pas sur les mêmes échelles de coûts. On reste quand même sur des notions de productivité, puisqu'on a là une capacité dans la benne de 12 m³. Donc tu vois, ça peut quand même dépoter un petit peu. Et là, en l'occurrence, pour être très efficace, il avait aligné 2 décapeuses tractées qui travaillaient en parallèle. Et donc, quand on est sur une organisation comme ça, sachant qu'il maîtrise parfaitement le produit et la technique, et pour parler un petit peu trivialement, ça dépote. C'est sur ce type de produit, on est aujourd'hui sur de la location, sur de l'achat. Alors, là, en l'occurrence, l'entrepreneur
achètent ces machines, mais on peut estimer que des prestataires peuvent se positionner sur cette technique, ce type de matériel, et se proposer pour des réalisations de plateformes équivalentes. Donc ce qu'il faut toujours bien maîtriser, c'est la taille du chantier. Il y a un seuil bas et un seuil haut, au-delà duquel il ne faut pas prétendre accéder, parce que là, ça devient un petit peu catastrophique. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment la bonne dimension et la bonne configuration de travaux. Et le coût au mètre cube décapé, ça revient à combien, Jean-Noël, avec ce type de machine? Puisque tu me demandes le coût, oui, effectivement, on est là sur, tu vois, un petit peu approximativement à 3 € le mètre cube, ce qui est quand même très performant. Et quand on est à la recherche d'économies, en tout cas de solutions optimisées pour que les travaux se fassent, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. À propos de matériel atypique, tu as récemment, toi, découvert une machine, on peut dire exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup d'opérationnels en France. C'était à Cormeilles, en Parisie, si je n'abuse. C'était une carrière, mais une carrière souterraine. Peux-tu nous en dire plus? Alors ouais, déjà le contexte du reportage était atypique. Tout simplement parce que je suis allé dans une carrière de gypse exploitée par Placo. Il faut savoir que Placo, fabricant des célèbres plaques de plâtre, a ses propres carrières de gypse en France, et notamment à Cormeilles en Parisie. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils exploitent cette carrière en souterrain, sous une butte. Donc déjà, quand on rentre, c'est un peu comme voyage au centre de la Terre. On s'enfonce dans des tunnels pas éclairés en voiture. Donc déjà, il y a ce côté impressionnant de l'ouvrage. En général, c'est des longues colonnes de gypse qui ont été laissées pour soutenir la voûte à 7 mètres, 6-7 mètres de haut. On se sent tout petit et un peu comme dans le film Alien, personne ne vous entendra crier au fond de l'espace. Voilà, c'est personne ne vous entendra crier au fond de la Terre. Rassure-moi, tu n'as pas rencontré d'alien dans le... Non, ça va. Mais j'ai rencontré une... Ah, ça aurait pu être dans un film Alien, hein. Remarque, tu me diras, vu la taille de la machine, elle avait tout pour figurer dans un film de minage spatial, de terraformation d'une planète, puisque c'était une machine d'attaque ponctuelle Sandvik MT520, doit être la seule en France de cette place. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Il se trouve que Placo a décidé d'investir lourdement dans cette machine pour tout simplement fraiser le gypse qu'ils doivent extraire de la carrière. Auparavant, ils utilisaient des pelles pour tunnel qui équipaient de fraises. Seulement, ils trouvaient que ces matériels n'étaient pas faits pour des cadences de production industrielle. Il y avait souvent des pannes ou des petits problèmes techniques. Donc là, ils sont allés chercher une machine minière dédiée à ce type d'exploitation. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus interpellé sur cette machine en termes de spécifications techniques? Sa taille, déjà, 125 tonnes. Voilà, ça pose la machine, 20 mètres de long. Bon, voilà, ça pose déjà un engin, quoi. Après, c'est aussi la puissance de la fraise, puisqu'on parle de 300 kW. Oui, 300 kW de puissance. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'engins en France qui sont capables de dégager des telles puissances. Après, c'est le montant de l'investissement aussi, 15,5 millions d'euros. Bon, il n'y a pas que la machine, il y a aussi tout un système, parce que Placo en a aussi profité pour réfléchir à ces procédures de travail. Ils ont rajouté un système d'extraction des poussières qui est beaucoup plus efficace que celui qu'ils trouvent dans les pelles. Déplorer que les pelles, c'est tous les systèmes de cassettes à vider, à nettoyer, qu'ils trouvaient fastidieux pour les opérateurs. Il suffit qu'un opérateur oublie de le faire pour que tout de suite ça s'encrasse. Et puis dans un environnement saturé en oui, tout à fait, poussière et en particules en suspension, il faut s'y reprendre plusieurs fois par jour quasiment. Oui, pour nettoyer ces cassettes. Donc là, voilà, il y a un gros système d'extraction d'air qui vient retirer les poussières de gypse quand l'opérateur vient fraiser la roche.
Il y a aussi tout un aspect d'automatisation, de semi-automatisation de la machine, c'est-à-dire qu'elle a les coordonnées du profil à réaliser. Donc le chef d'équipe m'expliquait que ça laissait beaucoup moins de hasard comme dans beaucoup de matériel qu'on voit aujourd'hui. La semi-automatisation laisse moins de hasard sur le déroulé des opérations. On n'est plus forcément soumis aux seules qualités de l'opérateur ou à sa vigilance du jour. Là, il y a une assistance qui vient l'aider à réaliser les bonnes opérations. On voit que l'approche empirique n'a plus sa place dans ce type d'exploitation. Ah non, là c'est certain qu'avec ce type de machine, on voit que tout est en train de passer à un stade beaucoup plus professionnel qui se rapproche de l'industrie. Jusqu'à présent, on pouvait dire que, alors c'est encore le cas peut-être sur les chantiers, mais dans tout ce qui relève de la carrière, on sent que la place à l'improvisation est de moins en moins présente et les industriels n'hésitent plus, enfin les entreprises de production de matériaux n'hésitent plus à investir lourdement dans leurs outils de production. Il y a peut-être moins ce regard, cette hésitation qu'on pouvait peut-être percevoir une décennie en arrière, où on hésitait à mettre un peu d'argent on essayait d'économiser sur le matériel. Là, on sent qu'il faut aller chercher la machine spécifique qu'il nous faut pour réaliser tel chantier, telle opération. Ils n'ont pas hésité là. Alors, ils sont aussi poussés par ce qu'on a défini au début de l'émission, c'est qu'ils sont aussi poussés par toute une série de critères environnementaux. Complètement. Là, parce que c'est une machine électrique, il faut aussi le préciser. Et critères également financiers, parce que généralement, ils savent calculer et ils savent très bien que investir dans ce type de process, parce que ce sont des process de production, forcément, c'est plus rentable que de continuer avec des matériels ou pas super adaptés ou un petit peu obsolètes. Oui, tout à fait. Là, ils arrivent à des cadences de production. Alors, ils l'ont pris en main en avril, donc, et ils espèrent arriver aux mêmes cadences de production d'ici 2025, sachant aussi que ça met en évidence que c'est pas le matériel le plus facile du monde à prendre en main. Sandvik a formé les opérateurs et ça souligne aussi pour un certain nombre de matériels atypiques. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de la formation et de l'accompagnement du client. On ne peut plus s'en remettre à la simple remise des clés et en laissant l'opérateur découvrir lui-même les différents modes et programmes de travail. Ce qui est intéressant, je trouve, Mathieu, dans notre sélection, c'est qu'on a des matériels très classiques, purs terrassement, un booter D7. On a évidemment la montée en puissance des motorisations électriques, que ce soit sur le véhicule industriel ou sur les matériels également de chantier. Et puis, on voit de nouvelles marques apparaître et monter en puissance sur le marché français. On voit également que de nouvelles solutions, alors souvent sur des matériels atypiques, forcément niches, mais qui ont quand même toute leur importance et leur raison d'être, sont maintenant choisis par les exploitants qui résonnent vraiment de manière très très efficace et fine pour avoir la meilleure solution de travail et pouvoir exploiter leur parc au meilleur coût. Tout à fait, ouais. Il y a toutes ces tendances qui s'entrechoquent et ce qui fait l'intérêt de suivre ce secteur, nouvelle motorisation, nouvelles marques et des solutions de plus en plus pointues et de plus en plus étonnantes et sur lesquelles on n'aurait pas parié, même pas, il y a 4-5 ans. On sent que le secteur est en ébullition sur ces différents domaines et c'est pour ça qu'on aime le suivre. Et c'est pour ça qu'on est impatient de découvrir ce qui va arriver en 2025, année de Bauma, donc synonyme forcément de nouveautés dont on continuera à rendre compte, notamment dans cette rubrique Matériel en action. Oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet ou à vous abonner au magazine pour avoir toutes ces informations et pour suivre au plus près l'actualité des matériels de chantier. Voilà, ce podcast conclut l'année 2024 de Chantier de France. On se retrouve l'année prochaine pour un nouveau podcast, sans doute aux alentours de février. Et à très bientôt. Vous venez d'écouter Pêle-mêle, le podcast de la rédaction de Chantier de France. Retrouvez toute l'info de la filière matérielle dans le magazine, le site et sur LinkedIn.